Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on entend une laveuse vider son eau sale, mais le but de cette vidéo, c'est surtout je vais vous montrer comment configurer une carte SCSI en ISA pour fonctionner sous MS-DOS et Windows 9X. Donc, j'ai ici voilà. Une belle petite carte très commune. Il s'agit d'une Adaptec AHA 1520A. Donc c'est une carte bas de gamme. On peut le voir par le fait qu'elle n'a pas de contrôleur disquette. Et aussi parce que le numéro est assez bas. Donc c'est une carte SCSI 50 broches standard. Voilà. Qui date d'environ 1994. Ici, on a le petit EEPROM. Franchement, je m'y attendais pas, mais cet EEPROM-là, c'est un EEPROM effaçable avec les ultraviolets. Je me serais attendu pour une carte de 1994 que ça aurait été un EEPROM reprogrammable électriquement, pas par ultraviolet. Donc, OK. Et ici, c'est le contrôleur et ça, je suppose que c'est la logique, des puces logiques banales. Là. Donc, c'est quand même une carte assez simple. Sur le côté ici, on a le connecteur externe pour, par exemple, brancher des scans. Oui, des numériseurs, pardon. C'est le vrai mot qu'il faut dire, numériseur. Ainsi qu'une diode pour indiquer l'activité et le connecteur ici pour connecter une autre diode. Ce qui va être utilisé sur le Pentium MMX comme vous pouvez voir là. Donc la petite lumière pour le turbo en fait va devenir la lumière pour le SCSI. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que bien que la plupart des gens qui vont avoir cette carte là, les cartes seront déjà configurées. Dans mon cas, il n'y avait plus aucun cavalier sur la carte ici. Donc, si vous ne savez pas quoi un cavalier, vous connaissez peut-être le terme anglais qui est jumper, mais moi j'utilise le terme français parce que c'est français. Donc, comme je disais, la mienne était dépourvue de tout cavalier. Donc, c'est quand même assez simple pour pallier à ce problème-là. Je vais un peu vous montrer les options que j'ai mises et qui fonctionnent. Dans le fond, c'est pas mal les options de base. Là, j'ai peut-être changé un ou deux petits objets comparativement à ce qui est de base. Donc, pour le placer, il vous faut le manuel. Et sur Internet, trouver les manuels pour les cartes SCSI de chez Adaptec, c'est juste ultra facile. Vous ne devrez pas avoir de difficulté à trouver le manuel. Donc ici on peut voir les cavaliers, ça ici c'est toute la disposition de base. Donc on a même ici un terminateur, donc des terminaisons. À savoir que moi mon câble SCSI n'a pas de terminaison, mais c'est pas grave parce que mon lecteur a une terminaison intégrée à l'intérieur, donc j'ai pas besoin d'en mettre. Mais si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut pour le vote, mettez une terminaison à la fin. Ça va être juste plus simple, vous allez être sûr de ne pas avoir de problème avec ça. Donc, moi, j'en ai pas besoin parce que je sais que je peux configurer mon matériel pour qu'il fonctionne sans terminaison. Donc, voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire hein, si vous savez comment configurer un peu le SCSI. Vous pouvez le faire fonctionner sans terminaison. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir une terminaison pour que ça fonctionne. C'est une chose que j'ai appris en faisant des tests par moi-même. Donc, voilà, c'est pas complètement nécessaire, mais dites-vous que si vous l'avez pas, que ça fonctionne pas, il y a de bonnes chances que c'est à cause de ça que ça fonctionne pas. Donc, faut vraiment que vous bidouillez pour le voir. C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus simple de juste mettre une terminaison à la fin si vous n'avez pas un objet qui a une terminaison intégrée à l'intérieur. Mais ça, après, vous pouvez quand même mettre une terminaison, même s'il y en a une intégrée à l'intérieur. Donc, voilà. On s'en sort pas, c'est un peu complexe, le SCSI. Mais voilà, il suffit de rechercher un petit peu. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc, voilà, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Cette vidéo-là sert juste à titre indicatif pour vous montrer que c'est relativement facile de placer une carte SCSI dans ce genre-là. Certaines cartes SCSI n'ont pas de cavalier. Ils ont des blocs d'interrupteurs à bascule.
Donc, c'est la même chose, c'est juste que c'est pas des cavaliers qu'il faut retirer et remettre après. Donc, ça va dépendre de votre modèle. Moi, par exemple, celle qu'il y a dans le 386, c'est comme ça. C'est des blocs d'interrupteurs à bascule. Donc, voilà. Donc, pour la configurer, ben, il faut le manuel, comme je disais. Donc, il faut, bien entendu, aller chercher le manuel sur Internet. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on regarde les paramètres par défaut. Donc, ça, vous pouvez juste le placer comme ça va probablement fonctionner du premier coup. Vous n'êtes pas obligé de le lire, là, si vous voulez, vous n'avez qu'à le mettre comme ça. Ça risque de fonctionner, mais sachez que pas tout va être bien placé pour vous. Donc, vu que cette carte-là va aller sous Windows 9X, ou bien Windows 95, le cas échéant, il y a un truc qu'il faut absolument placer pour s'assurer, deux trucs pour que ça fonctionne bien sous Windows. Vu qu'on va je vais utiliser du matériel de l'époque, donc si vous voulez utiliser du plus vieux matériel, vous n'aurez pas besoin vraiment de changer quoi que ce soit. Donc, ici, on va voir le premier bloc de cavalier, qui s'appelle le bloc J5. On peut voir le bloc J5 et c'est le premier ici. Donc, on nous indique que les deux premiers cavaliers servent pour le transfert de données. Donc, on a le choix entre DMA et PIO. DMA ne fonctionne que sous OS2 sur le bus EISA. Pour ceux qui ne savent pas, le bus EISA, c'est la version améliorée du bus ISA. Le bus EISA est 32 bits. Donc voilà, donc nous on ne peut qu'utiliser le mode PIO. C'est pas bien grave parce que le SCSI demandera pas énormément de ressources processeurs en mode PIO. Le BT c'est pour activer ou désactiver le démarrage du BIOS sur la carte SCSI. Moi je l'ai désactivé parce que j'ai pas besoin que la carte démarre, j'ai seulement besoin qu'elle détecte le matériel. Donc il n'y a pas de disque dur dessus, donc voilà, ça donne rien qu'elle essaie de démarrer, puisque je n'aurai jamais aucun disque qui pourra démarrer dessus. Parce qu'un MO disque j'ai essayé, puis ça me laisse pas le rendre un disque comme un disque dur démarrable. Ensuite, M0, pas de cavalier. M1, donc hop, hein, vous pouvez voir si vous vous demandez, hop, c'est tout écrit sur le côté ici. Oui, non, ouais, à peu près, oui. Vous pouvez voir, M1 est là. M0, il n'y a pas de cavalier. Oui, non, mais un meilleur focus, allez. Voilà. M0 est là, pas de cavalier. M1, voilà. Donc, on progresse pour la configuration qu'on veut. Donc, M1, c'est pour activer ou désactiver le Fast SCSI. Donc, moi, je l'ai activé. Bien entendu, là, je sais pas ce que font toutes les options du SCSI. Je l'ai activé juste pour être sûr que le matériel va le plus vite possible. Mais au final, je ne sais pas trop quelle est l'utilité de ça ici. Mais voilà, je l'ai mis juste pour m'assurer d'avoir le SCSI le plus rapide possible. Ensuite, le second SN, c'est pour activer ou désactiver les synchronisations synchrone ou asynchrone. Donc, SN, c'est celui-là ici, voilà. Et j'ai mis le cavalier comme qui est de base. Donc, ça veut dire qu'on a une synchronisation synchrone. Donc, ça, je l'ai mis parce que la carte va détecter le matériel, il va être déjà démarré, donc c'est pas un truc avec un délai. Donc je peux me permettre de mettre tout asynchrone, donc puisque tout va être démarré au bon moment pour que la carte puisse synchroniser. Puis si jamais je dis quelque chose que vous pensez faux, là, ceux qui s'y connaissent en SCSI de ce genre-là, hein, dites-le, je vais le mettre dans la description de la vidéo, ce que j'ai dit de mauvais, là. Je suis capable d'avouer les choses que j'ai dit mal. Ensuite, nous sommes dans les deux R ici. Ah. Donc ça, c'est deux options très importantes,
puisque le premier R nous permet d'activer le support pour les disques magnéto-optiques, et vu que j'installe un disque magnéto-optique, ce serait bien que j'active le support pour celui-ci. Donc ça, je mets un cavalier, et ensuite, vu que les disques que je vais mettre vont être plus grands qu'un gigaoctet, mon magnéto-optique va faire 2.3 gigaoctets, donc j'ai activé le support pour les disques plus grands qu'un gigaoctet. Donc vous pouvez voir ici, j'ai mis un cavalier dans chacun pour activer la fonction. Donc si vous n'avez pas de lecteur magnéto-optique, vous pouvez désactiver l'avant-dernière option ici. Bien entendu, si vous voulez mettre un disque plus grand qu'un gigaoctet, il faut impérativement mettre cette option ici. Ensuite, le prochain bloc de cavalier, le bloc J6. Donc, lui va nous faire mettre les adresses l'ID SCSI et les IRQ ainsi que les DMA. Donc, moi, j'ai mis de base. Donc, ça, j'ai respecté la fonction de base. Donc, vous pouvez voir ici les 3 SD, cavaliers SD ici servent à placer l'ID du SCSI. Donc, moi, je l'ai mis de base, donc ID7. Vu que les premières cartes SCSI n'avaient pas plus de 7 adresses, il me semble, si je me souviens bien. Ensuite, le prochain IC, ça c'est pour mettre l'IRQ de la carte. Donc là, si j'ai dû faire différent, moi j'ai mis l'IRQ 12 parce que la 11 causait un conflit matériel. Donc ça aussi, il faut que vous regardez si votre carte crée un conflit matériel, c'est de changer d'IRQ. Si vous changez d'IRQ, ça devrait pas causer de problème, à moins que vous avez un programme spécifique qui veut absolument que votre carte SCSI soit sur l'IRQ 11. Mais franchement, je vois pas vraiment de problème à ça. J'ai changé l'IRQ et tout fonctionne très bien sur Windows 95. Voilà. Puis vous allez le savoir assez facilement si vous avez un problème d'IRQ. Windows va vous indiquer que vous avez un problème d'IRQ dans le gestionnaire des tâches et installer le pilote pour cette carte-là se fait facilement. J'ai pas eu besoin d'installer aucun pilote supplémentaire. Il est intégré dans Windows 95. Donc, une fois que ça sera fait, vous n'aurez qu'à aller dans Ajout de matériel, carte SCSI, vous allez sélectionner le nom de la carte SCSI et Windows va en installer automatiquement. Voilà. Ensuite, ceci c'est pour placer les adresses DMA. Donc là, vu qu'on n'a pas activé le DMA, puisqu'on n'est pas sous OS2 avec le mode ISA, eh bien on n'a pas besoin de le placer. Donc j'ai laissé le paramètre par défaut 0. Et le dernier, SP, c'est pour vérifier les parités. Donc là, encore une fois, je ne suis pas un expert non plus là-dedans. Donc une parité, je pourrais pas vous en donner une définition, mais je sais que j'ai pas besoin de le mettre puisque s'il y a un problème, j'aurais pas. Voilà, c'est. En tout cas, si quelqu'un veut l'expliquer, la parité, ce serait bien, là, mais voilà. Sachez que moi, je l'ai pas mis, puis que de toute façon, de base, il n'y a pas de cavalier. Donc, oui, en fait, je viens de me mélanger, ok. J'essayais de faire une logique avec ce que je m'étais mélangé, donc désolé, c'est le seul cavalier qui fonctionne à l'inverse de tous les autres. Donc, s'il n'y a pas de cavalier, ça veut dire qu'il est activé. S'il y a un cavalier, ça veut dire qu'il est activé. C'est inscrit ici. Donc voilà. Oui, en fait non, j'ai activé la parité, oui, justement pour que la carte puisse vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les communications. Donc voilà, ça c'est fait. Bien. Ensuite, il nous reste deux blocs, J8 et J9. J8, on n'aura pas beaucoup de choses à faire dedans. J7, oubliez-le parce que c'est pour activer ou désactiver le lecteur disquette, puis il n'y a pas de contrôleur disquette dessus. Donc J8, c'est pour placer l'adresse du DMA. Pas l'adresse, mais le canal du DMA. Bon, là, j'ai mis des 0 parce que c'est l'adresse 0 qui est ici. C'était juste pour rester fidèle au placement des pièces, mais dans les faits, je pourrais le retirer, ça ne changerait rien parce que le DMA n'est pas activé comme j'ai dit. Donc ensuite on passe au J9.
Le J9, c'est pour placer les dernières options. Donc, ici, on nous explique quel dernier cavalier à placer pour terminer de placer l'IRQ. Donc, si vous avez choisi l'IRQ 12, vous placez le cavalier sur I2. C'était pas un jeu de mots. Donc, vous pouvez voir si j'ai mis le cavalier sur I2. On peut voir qu'il y a un décalage là, parce qu'il y a le 1 ici pour nous dire que ça, c'est le côté où c'est le positif. Puis l'autre côté, c'est le négatif. Donc, voilà. Donc, ça a été mis pour I2. Et les derniers, hop. Donc, AL, c'est pour l'adresse du port. Donc, je l'ai laissé de base. Donc, il n'y a pas de cavalier sur AL. Ben oui, il y en a un, mais il fait pas un circuit. Donc, voilà. Ça, j'ai pas eu besoin de le changer. Ça fonctionne très bien. C'est l'adresse de base pour ça. Donc, à moins que vous ayez un conflit avec l'adresse, Windows va vous le dire, ben, pas besoin de le changer. Puis si la carte vous dit que le BIOS supporte seulement le démarrage avec l'adresse 340. Donc si vous voulez absolument démarrer sur cette carte-là, puis que vous avez un conflit d'adresse en 340, ben vérifiez quel matériel utilise 340 et changez-le d'adresse. Et le dernier, c'est pour l'avant-dernier, en fait, c'est pour l'adresse de la location du BIOS. Donc moi je l'ai laissé par défaut. Voilà, ça c'est pas supposé de causer problème, c'est par défaut. Donc voilà. Et BE, c'est pour activer ou désactiver le BIOS de la carte. Donc ça, je l'active parce que comme ça, le BIOS peut vérifier ses petites affaires avec la carte au démarrage. Donc voilà, ça c'est bien. Après, j'ai pas testé avec ça désactivé, mais je crois que ça fonctionne pas si c'est pas activé sur Windows 95. Après, je peux peut-être me tromper. C'est peut-être un mode qui fonctionne sous peu importe l'OS. Mais voilà, en gros, c'est à peu près comme ça qu'il faudra que vous placiez votre carte si vous voulez l'utiliser et que les cavaliers ont tous été enlevés. Donc voilà, ça peut arriver que les cavaliers soient déplacés. Donc voilà, quand vous recevez une carte SCSI avec des cavaliers, vérifiez impérativement que tous les cavaliers sont bien placés avant d'insérer votre carte dans l'ordinateur. Parce que si vous avez des problèmes, ça ne donnera rien de vérifier du côté logiciel si c'est un problème du côté matériel. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout aussi, un dernier petit truc, n'oubliez pas que certaines cartes sont plug and play même s'ils sont en ISA. Donc celle-ci n'est pas du tout plug and play. Mais sachez que si vous en avez qui sont plug and play, vous pouvez simplement activer l'option plug and play et la carte va se configurer. Devrait se configurer toute seule de base sans rien. Mais voilà, donc là c'est pas du plug and play, donc puis il faut aussi que vous vérifiez si l'option plug and play est activée ou désactivée. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.